Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debien. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio, bien sûr, pour un nouvel épisode de La planète demain, l'émission qui est optimiste et positive et qui donne la parole aux acteurs du changement et aux porteurs de solutions environnementales et qui, plus est, vous réconcilie avec l'écologie. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir dans nos studios deux acteurs de l'écologie positive. J'ai nommé Logan Favier, qui lui est cofondateur de Grise, qui offre une seconde vie aux produits cosmétiques neufs ayant un défaut mineur, afin de les rendre beaucoup plus accessibles et de réduire le gaspillage, bien entendu. Et puis nous avons également Achille Goba, qui lui est directeur général de Flita, une entreprise française spécialisée dans la mobilité à vélo pour les entreprises et les collectivités. Il nous en parlera tout à l'heure. Je vais d'abord donner la parole à Logan. Bonjour Logan. Bonjour Christophe. Alors, depuis l'entrée en vigueur de la loi AGEC en 2022, alors la loi AGEC, c'est la loi qui concerne l'économie circulaire, qui a été promue par Brune Poirson en son temps. Qu'est-ce qui a réellement changé pour les entreprises du secteur des cosmétiques depuis ce moment ? Depuis la loi, elles ont interdiction de jeter les produits cosmétiques et auparavant, elles détruisaient parce qu'il pouvait y avoir un défaut mineur ou il pouvait y avoir une ancienne collection, je sais pas, le marketing va changer le tube, il était vert, il est rouge maintenant. Ceux qui sont verts, du coup, ils les enlèvent et du coup, ces produits se retrouvaient dans les stocks et à la fin, ils étaient oubliés, ils étaient même détruits. Aujourd'hui, la loi AGEC leur propose de ne pas les détruire et de les revaloriser, donc soit en les donnant, soit en passant par des acteurs comme Grise. Alors, malgré cette loi qui est en vigueur, est-ce qu'il est encore difficile pour les marques de valoriser leurs invendus ? Aujourd'hui, il y a plusieurs manières de les valoriser. On peut les donner, donc il y a du don qui est possible. On peut les recycler, on peut recycler le contenant et le contenu. Mais on peut aussi, les marques peuvent aussi récupérer de la trésorerie en les revalorisant par d'autres secteurs, par d'autres filières, qui sont la revente, le déstockage et voilà. Alors, on a des chiffres qui montrent que plus de la moitié des entreprises rencontrent des difficultés. Est-ce un problème technique, plutôt économique ou organisationnel selon vous ? Tout va dépendre, je pense, de la taille de la structure. Pour les grandes entreprises, ça va être plus des problèmes secondaires. On va mettre les produits ailleurs, on va trouver d'autres filières à l'étranger. Pour les plus petites structures, qui sont de plus en plus nombreuses, là, ça va être soit organisationnel, soit un manque de temps, soit un manque économique. Donc, parfois, le plus simple, c'est juste de les détruire ou de les mettre de côté. Mais comment peut-on expliquer ce décalage entre les ambitions environnementales et la réalité sur le terrain ? Parfois, c'est une réalité économique qui demande aux acteurs de la cosmétique de trouver toujours de nouvelles formules, d'être toujours dans l'innovation. Donc c'est toujours la création de nouveaux produits et les anciens produits, ceux qui sont amenés à périmer, sont mis de côté. Alors concernant les invendus, en quoi la gestion des invendus représente-t-elle un défi plutôt particulier pour les TPE et les PME ? Aujourd'hui, les invendus, c'est plus de 4 tonnes de produits cosmétiques qui sont détruits chaque jour en France et on parle de produits neufs non ouverts. Ah oui, c'est énorme. C'est absolument énorme. Donc l'objectif, c'est de les récupérer, de leur trouver une seconde vie en les proposant à des gens qui ont un pouvoir d'achat moindre ou en les donnant directement. Alors on voit bien que les consommateurs semblent de plus en plus sensibles, bien sûr, aux enjeux RSE. Cette pression influence-t-elle réellement les pratiques des entreprises, selon vous ? De plus en plus, oui. On le voit avec les marques avec lesquelles on travaille, avec lesquelles on a des partenariats maintenant depuis plus de 3 ans. On voit que la volonté des consommateurs commence à être une vraie optique et un vrai objectif dans leur vision long terme. Et est-ce que vous pensez que l'industrie cosmétique est en retard sur les questions environnementales ou pas du tout ? Tout va dépendre de la question environnementale sur laquelle on se pose. Mais pour ce qui est des invendus, il y a un retard parce qu'il y a énormément de produits qui sont encore détruits ou qui sont expédiés à l'étranger. Alors qu'aujourd'hui, on a des personnes qui vont se brosser les dents sans dentifrice. On a une personne sur 2 qui va freiner ses achats d'hygiène faute de moyens. Donc quand on peut proposer des produits moins chers et répondre à une demande croissante aujourd'hui, il faut le faire et aujourd'hui, pas toutes les marques le font. Et comment finalement l'idée de créer cette plateforme Grise vous est-elle venue ? Elle nous est venue avec mon associé. Alors mon associé travaillait chez les marques directement, elle s'occupait des formulations. Moi j'étais chez un distributeur. En parlant au fur et à mesure, au fil de soirée, on s'est rendu compte qu'elle, de son côté, elle avait énormément de produits qui revenaient des distributeurs parce qu'ils n'étaient pas acceptés
parce que le carton s'était affaissé dans le transport, parce que les produits avaient une petite rayure, ou parce que les dates, par exemple, pour les crèmes solaires, si une crème solaire du coup dure 2 ans, s'il reste qu'une seule année, elle revient directement en stock et elle n'est pas utilisée, elle n'est pas prise par les grands distributeurs. Donc Et cette plateforme, parce que vous expliquez un petit peu comment cela fonctionne, mais précisément comment fonctionne-t-elle pour notamment nos auditeurs qui voudraient s'y rendre et savoir comment elle marche, comment on arrive à commander quelque chose sur votre plateforme. Est-ce que c'est simple et comment doit-on faire ? Alors c'est super simple, il suffit de se rendre sur grease.fr. On fait des ventes événementielles tous les mardis, donc tous les mardis le catalogue change. Nous on récupère de notre côté les produits chez les marques. Aujourd'hui on travaille avec plus de 400 marques. On récupère des produits qui vont avoir une date courte, qui vont être en surplus de stock, donc qui ont été surproduits, qui sont des anciennes collections ou qui ont tout simplement un petit défaut sur le packaging. Par exemple sur les tubes il peut y avoir une sérigraphie mal faite. Nous on récupère ces produits, on fait des ventes événementielles tous les mardis et on les propose du coup jusqu'à moins 90% en fonction de la problématique et de la volonté de la marque. Alors j'ai noté que vous proposiez 3 axes très singuliers, la vente, le recyclage et le don. Lequel des 3 est aujourd'hui le plus utilisé ? Aujourd'hui, ce qui est le plus utilisé par les marques, évidemment, c'est la vente, parce que ça permet de récupérer de l'argent sur des produits, de la trésorerie qui dort. L'aspect économique dont vous parliez tout à l'heure. Exactement. Ouais. Et des fois, on a des quantités qui sont à plus de 3000, 4000, et évidemment, en une semaine, on peut pas toutes les écouler. Donc, on propose des plans de revalorisation aux marques, en leur disant, sur une semaine, on va essayer de revaloriser un maximum par la vente. Après ça, on est en contact avec plus d'une centaine d'associations en France pour pouvoir les dispatcher en fonction des besoins et des typologies de produits. Alors, je reviens sur un chiffre que vous avez énoncé tout à l'heure, les 4 tonnes de produits jetés chaque jour en France dans la cosmétique. Mais est-ce qu'on peut vraiment inverser la tendance à grande échelle ? Je pense que c'est possible. Je pense que de plus en plus de marques font attention. Maintenant, elles surproduisent plus. Elles font attention à leur production. Elles font attention aux demandes et aux besoins des clients. Donc, on voit que chez les grands groupes et chez les grandes marques, il y a une vraie question qui s'est posée il y a quelques années. Et aujourd'hui, elles réussissent à moins produire. Mais évidemment, il y a toujours des choses qui passent par les mailles du filet et qui se retrouvent du coup chez Grease. Alors, en conclusion, quels sont les objectifs de Grease à horizon 2030, notamment avec des projets de recherche et de développement. Où en êtes-vous et quels sont vos objectifs à vous ? Nous, sur nos objectifs moyen terme jusqu'en 2030, l'objectif va être de d'une part bien structurer l'entreprise pour pouvoir proposer chaque semaine des produits de qualité, de grandes marques à nos consommateurs. Ensuite, on a de plus en plus d'associations avec lesquelles on travaille, donc avec qui on est partenaire pour pouvoir leur donner un maximum de produits. Et enfin, l'objectif, c'est d'attaquer l'Europe. Aujourd'hui, on travaille avec plus de 400 marques en France. On a des demandes en Espagne et en Allemagne, donc l'objectif va être de se déplacer, d'ouvrir des filiales dans ces pays-là. Merci infiniment, cher Logan Favier, cofondateur de Grease, qui offre une nouvelle vie aux produits cosmétiques neufs, bien sûr, ayant un défaut mineur, afin de les rendre plus accessibles et de réduire le gaspillage. Nous allons faire une courte pause et nous retrouver dans un petit instant sur Sud Radio avec nos 2 invités, et bien entendu avec Thibaut, le French Trotter national de l'émission, qui aujourd'hui nous propose encore une fois un tour de ballon Generali dans le ciel de Paris. À tout de suite sur Sud Radio. Picotis Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debien. Et oui, vous êtes toujours sur Sud Radio pour la planète demain et toujours en compagnie de nos 2 invités, mais aussi de Thibaut, le fameux French Trotter de l'émission qui, cette semaine, nous ramène dans les airs au-dessus du parc André Citroën à Paris, en compagnie de Jérôme Giacomoni, qui va sans doute nous expliquer comment les données recueillies permettent de faire avancer les politiques de lutte contre la pollution. C'est cela, Thibaut ? Voilà, vous êtes à 150 mètres de haut, on est à la mi-chemin de la Tour Eiffel. Le 2e étage est à 120 mètres, le dernier à 300 mètres. Et donc là, vous pouvez voir le Sacré-Cœur, on voit le but de Chaumont, on voit le rocher du Zoo de Vincennes. Et quand on se tourne du côté du Bois de Boulogne, on s'aperçoit que finalement Paris est une ville assez verte. Paris est une ville très dense mais assez verte. Il y a ce poumon du Bois de Boulogne, on voit la colonne de Suresnes, on voit le Bois de Meudon, le parc de Saint-Cloud. Et effectivement, c'est quand même une ville très dense. Et puis la Seine, c'est magnifique. Vous voyez tous ces bateaux qui circulent, la Statue de la Liberté. C'est vraiment un paysage extraordinaire. Alors ces données récoltées, quelles évolutions elles montrent ? Alors, par exemple,
En 2012, il y avait eu un épisode très important de pollution de l'air due au chauffage notamment, avec des particules qu'on appelle ultra-fines qui sont inférieures à 0,1 micromètre, c'est-à-dire 0,1 un millième de fois plus petit qu'un millimètre, donc vous voyez c'est extrêmement petit, et on avait pu mesurer ça grâce à ces instruments de mesure à bord, et on avait fait une publication scientifique dans laquelle on avait démontré que ce jour-là, les Parisiens respiraient autant de polluants que s'ils étaient dans une pièce avec 6 fumeurs, et cette publication a fait grand bruit dans la presse, et c'est paru le lundi, et le vendredi, le Premier ministre de l'époque, Manuel Valls, faisait voter à l'Assemblée l'instauration de la vignette critère, qui maintenant est en place et qui a permis, notamment avec toutes les politiques publiques qui ont été faites, en 20 ans, de diviser par 2 la pollution de l'air à Paris, c'est-à-dire qu'on sauve énormément de vies. Et le ballon Generali participe à cette politique pour pouvoir permettre à tous de mieux vivre avec un air plus sain. Il y a une chose importante aussi, c'est que toutes les données récoltées, elles sont affichées en temps réel sur le ballon. Elles sont affichées en temps réel dans la boutique, dans la billetterie. Et sur le ballon est indiqué les valeurs du réchauffement climatique, qui nous semblent vraiment clés. Et puis vous avez une application, vous allez sur ballondeparis.com et vous avez en temps réel les mesures de l'ozone, des particules fines et du pollen. Alors je suis avec Jean-Baptiste Renard, qui est chercheur au CNRS et qui est un grand spécialiste des pollens. Alors ma première question, ce ballon Generali, quelles mesures il vous permet de récolter et dans quelles mesures elles sont intéressantes pour vous ? En fait, au ballon, nous avons fait une mesure absolument inédite, c'est-à-dire le profil vertical de la concentration en pollen depuis le sol jusqu'à 150 mètres d'altitude. Ceci n'avait jamais été fait nulle part. Donc c'est tout à fait novateur parce qu'on va voir comment les pollens sont transportés verticalement, et c'est là qu'on a eu la surprise de découvrir une couche de pollen inattendue vers 100 mètres d'altitude, qui est en fait la conséquence de la forêt qui est un peu en altitude ici et qui va envoyer ces pollens qui vont se déverser sur Paris. Alors la question que je me pose, le pollen c'est allergène, pourtant c'est quelque chose d'entièrement naturel, c'est un peu le sperme végétal. Oui, complètement, mais en fait, l'allergie au pollen était exacerbée par d'autres polluants, typiquement les particules fines, qui vont déjà créer une inflammation de vos voies respiratoires et qui vont créer un terrain favorable à la réaction beaucoup plus sensible à certains types de pollen. Mais il y a plein d'autres raisons, le changement de vie, l'attitude hygiéniste, et ça c'est vrai, donc nos modes de vie font que, aussi bien sur l'environnement que nos comportements, qu'on va développer de plus en plus d'allergies. Merci beaucoup. Je vous remercie, bonne journée. Merci Thibaut, revenez vite sur le plancher des vaches. On vous retrouve dimanche prochain à la même heure sur Sud Radio pour un nouveau reportage en immersion. Et nous sommes toujours dans l'émission La Planète Demain qui aborde l'écologie de façon positive et raisonnée. Et maintenant, nous avons le plaisir de recevoir Achille Goba, qui lui est directeur général de Flita, une entreprise française spécialisée dans la mobilité à vélo pour les entreprises et les collectivités. Bonjour Achille. Bonjour Christophe. Alors, expliquez-nous un petit peu ce qu'est Flita. Présentez-nous Flita et la mission que vous vous êtes donnée aujourd'hui. Écoutez, Flita, c'est une entreprise française qui œuvre dans la mobilité cyclable aux côtés des collectivités et des entreprises. On accompagne en fait les donneurs d'ordre qui ont des projets autour du cycle depuis 2017. Et on est aujourd'hui une quarantaine de collaborateurs répartis en France, à Lyon, Paris et Nantes, pour accompagner les entreprises et les collectivités, leurs habitants et leurs salariés, puisque notre ADN et notre objectif, c'est d'accompagner la mobilité cyclable à grande échelle. Et donc à grande échelle, c'est plus non seulement en magasin, mais c'est aux côtés des donneurs d'ordre et des porteurs de projets. Alors, quelle problématique principale cherchez-vous à résoudre pour justement les entreprises ou les collectivités ? Écoutez, le plus complexe, c'est peut-être de mesurer la maturité des projets aux côtés des collectivités ou des entreprises, et donc de savoir par quel biais pouvoir les accompagner au mieux et accompagner la transformation de la mobilité au mieux. Alors, selon vous, pourquoi la gestion de flotte est un levier important dans la transition écologique ? Écoute, la gestion de flotte, c'est important. Chez Flita, on ne fait pas que fournir des vélos, on opère sur la gestion de flotte et toute la durée de vie du vélo. Pourquoi c'est important d'un point de vue environnemental et une manière de transition écologique ? C'est qu'on est passé d'une économie d'équipement à une économie d'usage. Et donc une bonne gestion de flotte, c'est garantir une bonne disponibilité, un bon usage et une réussite dans l'exploitation d'un service vélo.
Alors, quelle place occupe aujourd'hui le vélo dans les flottes d'entreprise? Est-ce que vous avez des chiffres à ce sujet? Alors écoutez, on a quelques chiffres. L'usage et la pratique progressent positivement depuis quelques années. Par contre, on est toujours un petit peu en recul. On a la mauvaise habitude dans notre secteur aussi de se comparer à quelques pays voisins. Et donc, en matière de chiffres, un qui est assez frappant, c'est le parc de vélos de fonction en Allemagne qui est de l'ordre de 2 millions de vélos. C'est énorme. C'est assez colossal. Ouais. C'est poussé par un cadre normatif et de législation assez clair. Là où en France, aujourd'hui, on estime le parc à environ 20 000 unités. Donc 100 fois moins que nos voisins allemands en la matière. Ah oui, en effet. Alors, en quoi Flita se différencie-t-elle des approches qui sont beaucoup plus traditionnelles? Écoutez, traditionnellement, beaucoup d'acteurs accompagnent les donneurs d'ordre sur la partie de l'équipement, donc fournir la flotte, le matériel, là où Flita accompagne les donneurs d'ordre sur l'ensemble du projet et de la durée de vie du projet. Et c'est là qu'on se différencie. On ne fait pas que fournir une solution de vélo et un équipement vélo. On fournit derrière toute la gestion. Et qu'est-ce qu'on raconte dans la gestion? C'est la maintenance préventive, curative, la gestion complète du service, des usages, des rotations de matériel entre usagers, jusqu'à la fin de vie du cycle et à son reconditionnement. Ouais. Et on peut parler d'un véritable tournant vélo aujourd'hui dans les politiques de mobilité des entreprises? Écoutez, je pense que le véritable tournant, il est devant nous. On l'a pas passé. Il y a la nécessité, je pense, de clarifier un cadre normatif, incitatif pour la pratique du vélo en entreprise, notamment en matière de règles fiscales, ouais. Avant qu'on puisse engager ce tournant. Mais quels sont les indicateurs qui vous permettent justement de mesurer concrètement ce que vous êtes en train de dire? Écoutez, je pense que le chiffre dont je parlais tout à l'heure, de 20 000 vélos de fonction en France aujourd'hui contre 2 millions en Allemagne, je pense que quand on aura ça suffit, oui. atteint quelques dizaines de milliers de vélos supplémentaires, on aura déjà entamé un bon virage. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'entreprise ou de collectivité que vous avez accompagné aujourd'hui? Écoutez, récemment, on a accompagné le groupe Crédit Agricole sur plusieurs de ses caisses régionales, qui a équipé plus de 1200 collaborateurs en vélo, oui. En effet. Avec tout le service qui va derrière, la gestion complète de ce service. Et puis en matière de collectivité, il faut aussi en parler des initiatives publiques en matière de mobilité. On a accompagné Véligo, le service de location de vélos longue durée pour les habitants d'Île-de-France, sur l'équipement d'une flotte de vélos adaptés. Et puis la maintenance d'une partie de cette flotte-là depuis quelques mois. Ouais. Alors, à quoi ça va ressembler la flotte d'entreprise idéale dans 10 ans ? Écoutez, pour moi, la flotte d'entreprise idéale dans 10 ans, c'est un peu plus de vélos, plus de place au vélo qu'à la voiture actuellement, et puis pas qu'au vélo dans la manière dont on a de l'imaginer, mais un tout type de vélo pour un usage inclusif pour l'ensemble des collaboratrices et les collaborateurs des entreprises de demain. Et si on veut arriver à tous ces objectifs que vous venez de citer, les politiques publiques sont-elles aujourd'hui suffisantes pour accélérer cette transition ? Non, je pense qu'il y a encore un effort à faire d'un point de vue des politiques publiques. En matière de budget, il y a un chiffre qui est assez marquant, c'est que le budget du plan vélo, il est passé de 250 millions d'euros il y a 3 ans à 50 millions d'euros aujourd'hui. Ça, c'est un chiffre qui est en baisse et qui ne favorise pas la démocratisation de l'usage. Et puis, il y a aussi le besoin, j'en parlais tout à l'heure, d'un cadre normatif incitatif plus clair pour les entreprises, pour comprendre quelle est la fiscalité quand on met en place une flotte de vélos et que ce soit favorisant pour l'employeur. Donc le message est passé auprès de nos politiques. Quel message souhaitez-vous adresser aux dirigeants qui nous écoutent ? De venir tester le vélo en entreprise si on ne l'a pas déjà mis en place auprès de ses collaboratrices et de ses collaborateurs, puisque c'est un franc succès. C'est quand même un usage qui permet de garantir une qualité de vie au travail assez confortable et remarquable. C'est aussi un levier économique. Par les temps qui courent, l'usage de la voiture et les coûts de l'essence sont quand même à prendre en compte. Surtout en ce moment ? Surtout en ce moment. Et je pense que si on ne l'a pas essayé, qu'on ne l'a pas mis en place, il faut venir l'adopter. Il y a des moyens d'expérimentation, du moins sans engagement déjà, pour se faire une idée. Et quelles sont les prochaines étapes de développement pour votre société Flita ? Écoutez, chez Flita, nous on est au plus proche des vélos de nos clients, et donc je veux dire que nos prochaines étapes de développement, c'est de se rapprocher de nos clients et de nos futurs clients en maillant un peu plus le territoire, en étant présent à leur côté. En 3 mots, si vous aviez une définition de ce qu'est l'écologie positive, laquelle serait-elle ? Une économie qui favorise l'usage et la durée de l'usage, je dirais.
Merci infiniment, cher Achille Goba, directeur général de Flita, une entreprise française spécialisée dans la mobilité à vélo, vous l'aurez compris, pour les entreprises et les collectivités. Il me reste à vous souhaiter à toutes et tous un excellent dimanche avant de céder le micro à Alain Marty pour Invino, cette fameuse émission à écouter sans modération. Et pour ma part, je vous retrouve sur Sud Radio dès demain matin à 7h35 pour la Minute Planète et bien sûr dimanche prochain à 12h30 pour la Planète Demain. En attendant, rendez-vous sur notre plateforme digitale de télévision accessible gratuitement à tous, www.laplanètedemain.plus. Prenez soin de vous, de vos proches et de la planète. Akena, expert en carport et pergola solaire pour des économies et un avenir durable. Et Picoty Solaire pour que l'avenir s'éclaire avec des choix durables. Vous ont présenté Sud Radio, la planète demain, Christophe Debien.